Eh bien, je suis née à Paris, dans le 16e, 54 rue Pergolèse, dans un appartement que mes parents avaient là, voilà. J'y suis restée 6 ans, et mes parents ayant 5 enfants trouvaient que c'était très difficile d'avoir des enfants dans le 16e en appartement. Et ils sont venus à Saint-Germain-en-Laye, où ils ont acheté une maison, et on a déménagé à ce moment-là, pour une grande, grande maison à Saint-Germain. On était 5, un frère aîné, et on se suivait tous de 2 ans en 2 ans. Jean-Pierre, Françoise, Monique, Marie-Rose et Anne. Il y avait 6 ans d'écart avec la dernière, qui est arrivée, c'est à la naissance de la dernière que mes parents ont décidé de déménager. Voilà. C'était une des très belles maisons de Saint-Germain, une grande, grande maison. Il y avait 4 pièces magnifiques, comme ce salon et demi, si vous voulez, la salle à manger. 4 pièces qui communiquaient comme ça en carré. Il y avait le bureau de papa qui était tout boisé, qui était magnifique. Puis 2 portes qui allaient sur un salon qui était très grand aussi. Et une autre porte qui allait sur une pièce où il y avait pas grand-chose. Il y avait un piano, une grande armoire rustique, et puis ma mère avait mis des palmiers devant des baies vitrées qui donnaient sur le jardin. Et cette pièce communiquait encore sur une énorme salle à manger. Donc c'était magnifique. Et c'est pour ça que mes parents, ayant l'espace, recevaient beaucoup d'amis régulièrement. Voilà. Mon père travaillait au siège de la BNP, était banquier. Et quand on est venu à Saint-Germain, il a pris la direction d'une banque à Saint-Germain, la BNP. Et maman ne travaillait pas. On a été très bien élevés, mais un peu comme autrefois, avec une certaine discipline. On faisait nos lits, nos chaussures le matin, et on partait en classe. Papa avait une voiture, mais jamais on ne montait dans la voiture. On partait à pied, qu'il pleuve ou qu'il vente. Mon père ne nous prenait pas en voiture, voilà. Ça faisait partie des habitudes de cette époque. Papa trouvait inutile de nous emmener en voiture en classe. On montait à pied, il y avait une côte terrible, la côte Mareille, et on trouvait la côte un peu difficile à monter parce qu'elle était assez raide. Et moi, je me souviens très bien que je m'accrochais avec mon cartable au boueux pour monter la côte plus rapidement, parce qu'elle était très raide, mais mon père ne nous emmenait jamais en voiture. Parce qu'il trouvait que c'était une certaine discipline pour nous et que c'était bien. Et en fait, ça nous a rendu service après, sûrement. Les boueux, les éboueurs, oui. Les camions, à ce moment-là, il y avait des crochets derrière. Moi, j'accrochais mon cartable, et puis je me mettais les pieds comme ça, puis je montais, et j'arrivais en haut de la côte rapidement. Et les boueux étaient habitués, ils disaient rien, ils étaient gentils. On ne pourrait pas faire ça maintenant, ça serait impossible. On avait tout le confort parce que mes parents étaient aidés à ce moment-là, et qu'on a eu la chance d'avoir une enfance un peu très confortable. Il y avait tout de même une cuisinière, une femme de chambre et un jardinier, ce qui n'a pas duré au moment de la guerre parce que tout ça s'est arrêté. Mais jusqu'à la guerre, ça a été une enfance très, très heureuse, très choyée, très gâtée finalement. Mais à côté de ça, au goûter, on avait le droit ou à du pain et du chocolat, ou de la confiture, ou du pain et du beurre, mais pas aux trois. Pour nous apprendre je sais pas pourquoi, une certaine discipline. Quelquefois, on trouvait ça un peu idiot, mais c'était comme ça. Malgré la femme de chambre et la cuisinière, on avait de très bons repas, forcément. Souvent des gâteaux, une très bonne cuisine. Mais par contre, on faisait nos lits le matin, avant de partir. C'était pas la femme de chambre qui les faisait. Alors que j'étais tout de même assez jeune, on me donnait un grand porte-monnaie
Je suis arrivée à Saint-Germain, j'avais 6 ans, je devais avoir dans les 10-12 ans, 12 ans. Et on m'envoyait faire le marché, on me mettait de l'argent dedans et maman me disait bah, tu rapportes de la viande, des légumes, des fruits, de quoi faire de la cuisine pendant 3 jours, des pommes de terre. Et je revenais avec mes paquets, mais c'était lourd, je traînais ça le long du sol et c'était pour m'habituer à voilà, m'occuper de la maison. On avait beaucoup la maison était ouverte à tous nos amis et tous les jeudis, on avait des goûters d'enfants, si bien qu'on avait beaucoup d'amis qui venaient et il y avait des tablées de 10 enfants, 7 enfants autour de nous. Et on jouait tous ensemble à cache-cache dans la maison, partout. Ça, on nous laissait voilà, jouer à cache-cache partout. Et on s'amusait à attraper les passants. Il y avait un grand balcon, je me souviens comme ça. On se mettait sur le balcon et au lasso, on s'amusait à attraper les passants, pas les messieurs, mais surtout les petites dames. Et puis un jour, une petite dame un peu mince et un peu maigre est passée. Et là, mon frère l'a attrapée au lasso par la taille. Elle avait un petit garçon qu'elle traînait avec elle. Donc il nous a demandé de l'aider, on a tiré et il est arrivé, elle a décollé du sol de ça, elle hurlait. Et les voisins en face, qui se sont aperçus de notre jeu, ont appelé la police. Donc la police est arrivée dans l'appartement immédiatement et on a convoqué mon père, ma mère et on s'est fait beaucoup gronder. Enfin, vous voyez les jeux un peu imbéciles qu'on inventait, parce qu'on n'avait pas tellement de jouets, on n'était pas tellement... Je me souviens pas de Noël avec énormément de jouets. On avait un petit truc, et puis voilà. On se débrouillait autrement, on inventait des jeux. Nous, on appréciait beaucoup Noël, mais on n'avait pas énormément de jeux comme les enfants de maintenant. Quand je vois mes enfants, ou mes arrière-petits-enfants, c'est effrayant. Ils ont des chambres, ils ont je ne sais pas combien d'ours en peluche, de camions. Nous, c'était pas du tout ça. Alors une fois, on a eu un cadeau unique pour tout le monde. On a eu un pâté Baby. Et le jour de Noël, on passait des films. Voilà, alors on nous offrait des films. Alors le pâté Baby, ça a été quelque chose d'extraordinaire pour nous. C'était mon frère qui le faisait tourner et ça nous occupait le jour de Noël. Un pâté Baby, c'est quelque chose qui permet de donner un film sur un mur. Pour nous, c'était le luxe et quelque chose de très moderne. Je me souviens d'un film, 3 de Saint-Cyr, où Feu, c'était un sous-marin qui pouvait pas remonter et tout le monde mourait sous la mer. Voilà, c'était des films comme ça, vous voyez. Et puis il n'y avait peut-être pas de films comme maintenant pour les enfants, On est allé au cinéma plus tard, mais beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Si, il y avait des radios, mais il y avait J'ai connu le phono, moi, avec des disques. Quand mes parents sortaient, on dînait à la cuisine avec la cuisinière, et mon frère mettait un phono au bout de la table avec des disques, et puis on dansait à la cuisine avec la cuisinière et la femme de chambre. Voilà comment on s'amusait, vous voyez. Mon grand-père est mort à 33 ans et ma grand-mère avait une trentaine d'années et 3 enfants. Donc, lui, il avait été officier et il avait quitté l'armée pour s'occuper d'une scierie et d'une laiterie, mais il ne devait pas être très bon en gestion, je ne sais pas. Et quand il est mort, la scierie était par terre et la laiterie aussi, et perdait de l'argent. Et c'est ma grand-mère qui
qui, le lendemain de la mort de son mari, en voile de crêpe jusque-là noir, était à l'entrée des ouvriers de la scierie. Et c'est elle qui a remonté la scierie et qui s'est occupée non seulement de la scierie et de la laiterie, mais de tout le village et de toutes les femmes qui accouchaient. Elle portait des lainages qu'elle tricotait. Ça a été la dame du village. Et elle a remonté la scierie et la laiterie, et je dois dire qu'elle doit un peu ça, je ne peux pas dire une énorme fortune, mais tout de même l'argent elle a gagné beaucoup d'argent grâce à son travail. Elle faisait la vente elle allait acheter ses bois en culotte de cheval et à cheval dans les bois. Elle n'avait affaire qu'à des hommes qui essayaient de la rouler, mais elle ne se faisait pas rouler. Elle a été demandée en mariage au moins, je ne sais pas combien de fois, parce que tout le monde voulait l'épouser, mais elle disait non, et elle ne s'est jamais remariée parce qu'elle avait peur qu'on en veuille à l'argent qu'elle gagnait. Et elle a été une femme extraordinaire. Pour nous, ça a été une grand-mère exceptionnelle. Exceptionnelle. Elle a connu la guerre de 14 et la guerre de 40, bonhomme. Elle a connu 3 guerres. Oui, elle a connu 3 guerres, 70, 14 et 40. Elle habitait à Hortes, en Haute-Marne, dans un village qui a beaucoup changé maintenant. Moi, j'ai connu les maisons dans le village. Elle avait une grande maison, évidemment, avec un très très grand jardin où on jouait. Mais j'ai connu le village avec le purin devant les maisons, vous voyez. Puis après, ça a été fini. Et elle allait voir tout le monde. On l'accompagnait, du reste, pour aller voir les gens qui mouraient. Et je me souviens, en face de chez elle, une image qui m'a frappé, c'est le père Babot qui mourait. Et je suis allé le voir avec elle. Il avait une corde et puis il s'accrochait à la corde pour pouvoir se redresser dans son lit. Ça me reste dans la tête, ça, vous voyez. Elle nous faisait boire des petits cafés après le déjeuner avec des cerises à l'eau de vie, vous voyez. Elle nous faisait goûter des vins à table différents, alors qu'on avait 12 ans, 14 ans. Et on rentrait quelquefois avec des crises de foie. Papa était furieux, mais bon. C'était la maman de ma maman, oui, qui avait un peu le même caractère qu'elle, voilà. C'était des femmes dynamiques et que rien n'arrêtait, voilà. Pendant la guerre, maman a conduit les camions de l'usine, avait 18 ans pendant la guerre. Il n'y avait plus d'hommes, elle a conduit tous les camions de l'usine, vous voyez. Ah, papa avait passé 7 ans sous les drapeaux. D'abord parce qu'il a fait son service, il s'est marié tard, à 36, 37 ans. Et il a fait son service militaire, parce que le service militaire était de 2 ans, et il a fait 4 ans de guerre. Donc il est resté 6 ans sous les drapeaux, pratiquement. Et le temps d'être mobilisé, 7 ans. Voilà, il s'est marié après, tout de suite. On s'asseyait devant lui, en tailleur, et il nous parlait de la guerre de 14, qu'il a fait au début à cheval, mais ça n'a pas duré parce que les chevaux ont été tout de suite supprimés. Et après, dans les tranchées, il a tout de même assisté quand il était à cheval, à deux bataillons, l'un en face de l'autre, à cheval, et ce sont les deux commandants du bataillon, qui se sont battus en duel. Mais c'était le tout début de la guerre, ça. Et après, ça a été complètement supprimé. Et les soldats, enfin, étaient sur leurs chevaux et attendaient que le duel soit fini sans se battre, vous voyez. Il avait 2 trous énormes là. Il a failli mourir 2 fois. Et son ordonnance avait bourré ces trous avec de la boue, pour empêcher que les artères, tout ça était avec de la boue pour arrêter le sang. Et puis finalement, il s'en est tiré, je ne sais pas comment. Mais ça l'a gêné en vieillissant,
parce que quand il freinait, sa jambe ne répondait plus et il est allé plusieurs fois dans le fossé à cause de ça, avec maman. Maman qui hurlait, quand il était dans le fossé, maman hurlait Robert, Robert, mais enfin sauve-moi, sauve-moi. Il lui disait écoute, arrête de crier parce que tu vas te faire remarquer. La déclaration de la guerre, je l'ai appris en Auvergne, dans une propriété qui s'appelait La Viche, que mon père avait, et où on était réfugiés, et je l'ai appris là. Voilà, par la radio. On avait quitté Saint-Germain parce que mon père ne voulait pas qu'on reste dans la maison de Saint-Germain, qui a été réquisitionnée par l'état-major de von Rundstedt. Puis finalement, c'est pas von Rundstedt qui est venu, mais c'est d'autres Allemands. Et on a été envahis 2 fois par les Allemands. Une fois par des officiers. Alors là, c'était à peu près possible. Mais une autre fois par 50 pionniers qui étaient dans la maison et qui ont mis la maison à feu et à sang. Donc, papa n'a pas voulu nous laisser dans la maison, c'était impossible. Ça, la guerre était en 40. Je pense qu'en 40, la première fois, on est allé en Auvergne. Et puis, on est revenu à la maison. La maison a été occupée par les pionniers, je pense. Ils ont mis tout dehors et papa et maman sont revenus. On nous a laissés en Auvergne. Moi, on m'a mis en pension à Aurillac et les autres à l'école du village. Et ils ont remis la maison en état en essayant de récupérer leurs meubles qui étaient dehors et tout ça. Et quand la maison a été remise en état et que c'était un peu plus calme, on est revenu. Et à ce moment-là, elle a été réquisitionnée par des Allemands. Comme on avait loué des chambres à des officiers français, les Allemands l'ont su et ont occupé la maison dans 2 chambres. Et là, là on a vécu avec... on a été... je ne sais plus, je vais m'en mêler dans les dates parce que on a été pensionnaire aussi à Pont-le-Voix pendant la guerre, et puis en Auvergne, et puis on allait, on venait, c'était compliqué, voilà. Et on a eu 2 officiers allemands qui ont occupé la maison après. Et quand ils entraient dans le... Il y en a un qui n'est pas resté longtemps, mais l'autre c'était le major Hoffmann. Quand il entrait dans le bureau de papa où on était le soir tous ensemble réfugiés, mon père nous faisait un signe, et on se levait et on montait se coucher et papa et maman sortaient du bureau et ouvraient la porte, laissaient l'officier dans le bureau et on partait. Et on avait interdiction de lui parler. Alors il mettait des boîtes de chocolat dans le couloir, il y avait un énorme couloir dans lequel on jouait au ballon, il mettait des boîtes de chocolat pour qu'on nous attirait et parler avec nous, mais on n'avait pas le droit de lui parler. Alors Anne, qui était toute petite, regardait le chocolat, mais on l'empêchait d'aller le chercher. Voilà. Mais on ne les aimait pas. On nous empêchait de les aimer, on ne les aimait pas du tout. Ça s'est arrangé depuis, mais on ne les aimait pas, du tout. Mon frère en a assommé un. On continuait à avoir tout de même certains... j'étais allé jouer au tennis avec lui. On avait des raquettes, vous savez, avec les trucs en bois, puis les vis, comme ça. Donc on rentrait à la maison tous les deux. Et en haut de la côte Mareille, il y a eu un soldat, je ne dis pas Bosch, mais un soldat allemand devant lui. Et mon frère ne pouvait pas Il m'a dit, tu vas voir, je vais le tuer. Je lui ai dit, arrête Jean-Pierre, arrête Jean-Pierre. Il a pris son truc avec le bois, comme ça.
Et il est allé derrière le soldat allemand, il lui a tapé sur la tête avec les vis et le bois. Le soldat est dégringolé par terre. Il m'a pris par la main, il m'a dit « Allez vite, 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 on va à la maison ». On a sonné à la maison, il a dit à maman « J'ai tué un boche, j'ai tué un... » On a tout fermé. Et le lendemain, on a fermé la maison. Le lendemain, comme on a dû le retrouver, il n'était pas mort, heureusement. Mais on a vu dans tout le quartier toutes les affiches collées partout, sur toute la maison, les volets, tout ça, pour chercher le coupable, probablement. Et maman, le matin, a ouvert ses volets et elle a arraché les affiches. Et les Allemands devaient surveiller le quartier. Donc ils ont sonné et ils sont entrés. C'est un soldat qui est entré, un caporal, et il est entré à la maison et il a demandé à maman qui avait ouvert les volets et avait retiré les affiches allemandes. Maman a dit « J'ai ouvert mes volets, mais comme je ne pouvais pas savoir qu'il y avait des affiches allemandes ». Et puis il l'a fait sortir, il lui a dit « Regardez les affiches, tout est arraché ». Et maman a regardé le boche et lui a dit comment osez-vous mettre des affiches allemandes avec les couleurs françaises autour de l'affiche? Comment voulez-vous? Le boche fou furieux a emmené maman, l'a prise par le bras, l'a emmenée dans la maison et il avait des affiches à lui, et il a dit à maman, il a mis plein d'affiches dans le salon et dans la salle à manger de maman. Et je me souviens que ma petite sœur apportait des épingles parce que le boche demandait de quoi les coller. Et puis il a emmené maman, il nous a laissés et il a emmené maman à la commandanture. Et on est restés, les enfants, à la maison, complètement affolés. Et de voir maman emmenée à la commandanture. Et maman était à la commandanture, a été interrogée par un Allemand. On a vite téléphoné à papa, qui a téléphoné à un de ses amis qui avait ses entrées à la commandanture, mais pour les Français, pour l'armée française, un ancien officier. Et il a pu entrer il était connu, il a pu entrer dans le bureau de la commandanture et il a discuté avec l'Allemand et maman a pu rentrer à la maison. Sans ça, elle partait. Ah ben, elle partait, elle était emmenée en concentration, en camp de concentration. Et on a eu 2 amis, les filles d'officiers, qui ont mis des prospectus sur des voitures allemandes. Elles ont été prises sur le fait. Les Odile et Germaine Benoît-Lucie, elles ont été emmenées en camp de travail et elles sont revenues, mais elles n'étaient pas bien en revenant. J'avais 13 ans en 40. J'allais en vacances chez une de mes tantes, tante Simone de Meaux, et j'allais en vacances au moment où la ligne de démarcation, la première ligne de démarcation a été faite dans les Ardennes, près de Laon. Je ne me souviens pas très bien, oui là. Donc il fallait que je passe la ligne de démarcation pour aller dans un village qui s'appelait Rumigny, près de Laon. Et j'ai été accompagnée par une vieille tante dans le train, qui elle, le train s'est arrêté avant Laon, avant la ligne de démarcation, et on a fouillé tous les gens, parce que pour passer la ligne de démarcation, il fallait des papiers. Et moi, j'avais pas de papier, comme j'étais petite, j'avais 13 ans, j'avais pas de papier. J'avais une petite valise, pas en carton, mais avec une poupée dedans, je me souviens. Et quand ma tante, qui avait laissé ses enfants de l'autre côté de la ligne de démarcation,
a vu que les Allemands montaient dans le train pour contrôler le train. Son mari était officier et faisait la guerre aussi, donc elle a dû comprendre et avoir peur. Elle s'est enfermée, elle avait laissé 8 enfants à Rumilly. Elle s'est enfermée dans les toilettes, elle a demandé qu'on monte des bagages en haut des toilettes. Et elle m'a dit, mais tu ne bouges pas, toi, à 13 ans, on ne te demandera rien et tout. Et je me suis assis dans le compartiment. Et puis il y a un monsieur qui est après, il y a un monsieur qui est arrivé avec une barbe, je me souviens, assez vieux. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là toute seule, le train est contrôlé, tu as des papiers? J'ai dit non, j'ai pas de papiers, j'ai ma valise et tout. Et il m'a dit, mais tu vas te faire prendre, viens avec moi et on va passer tu vas te cacher, il faut te cacher parce que les Allemands vont te prendre et t'emmener. Et à mon avis, ce monsieur devait être juif, il me l'a jamais dit, mais il avait un peu le faciès d'un juif pour moi, enfin bon. Et je suis descendu de l'autre côté du train avec lui. Il m'a dit, ouais, tu vas te cacher là, tu vois. Je ne pouvais pas entrer sous le train, mais à peine sous le train. Et il m'a dit, je suis forcé de te laisser parce qu'il faut que je m'en aille, moi. Et il m'a laissé là toute seule. Et il m'a dit, tu vas regarder les bottes des Allemands sous le train. Et tu vas voir, ils vont faire le train comme ça. Et quand les bottes, tu ne verras plus les bottes des Allemands. À ce moment-là, c'est que le train va repartir. Tu pourras remonter dans le train. Et alors, j'étais sous le train, moi. Pas complètement sous le train, parce que je n'arrivais pas à entrer sous le train. Je regardais les bottes des Allemands. Effectivement, les Allemands faisaient le train. Puis je voyais des files de gens qu'on arrêtait et puis tout d'un coup, effectivement, j'ai plus vu les bottes des Allemands. Donc, en vitesse, je suis remontée dans le train, il n'y avait personne. Je me suis rassise et le train a continué, voilà. Et ben, j'ai été sauvée grâce à ce monsieur, parce qu'il restait très peu de gens dans le train, presque plus. Et il n'y avait que des files de gens qui étaient emmenés je ne sais pas où. Probablement en camp de concentration, ou voilà. Parce que, je ne sais pas, il devait y avoir beaucoup de juifs dans le train, j'en sais rien. Voilà. Mais je ne sais pas si on n'a pas tellement peur à ce moment-là. On a envie de faire quelque chose pour se sauver. Non, je me suis dit, il faut que je l'écoute. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais peur, vraiment, j'ai pas eu trop peur. Je me disais, il faut que je fasse quelque chose. Et la volonté de faire quelque chose dépasse l'inquiétude, si vous voulez. Elle a pensé à se sauver elle, je ne sais pas. Non, elle a pensé que moi, comme j'avais 13 ans, on ne me dirait rien et que je risquais rien. Comme j'étais une petite fille et que je risquais rien. Je pense qu'elle a pensé ça. Parce que c'était une tante très, très gentille qui nous prenait en vacances. Donc je pense pas, elle a pas cru que je pouvais avoir des ennuis. Oui, c'est étonnant qu'il n'ait pas... je sais pas, oui. Je sais pas, ils n'ont pas regardé les toilettes, ils sont passés vite, je sais pas. Ils ont descendu les 3/4 du train et voilà. Elle aussi, elle a eu la chance, oui. Oui, parce qu'elle n'avait pas de papier non plus. Mais tante Simone, comme elle a eu 10 enfants là, à ce moment-là, elle en avait peut-être 6 ou 8, je ne me rappelle plus. Elle était capable de voler des chaussures alors qu'elle n'avait pas le bon pour les acheter, si ses enfants n'avaient pas de chaussures. Hein. Elle cachait ça dans son sac. Mais tu sais, pendant la guerre, quand t'as pas de quoi manger, il y a rien, il y a des tickets, t'as pas de pain, t'as rien. Tu manges des rutabagas tous les jours, pas drôle, hein. Papa avait perdu, je sais pas combien, 40 kilos. On s'échangeait nos trucs, on avait le droit à un peu de chocolat, suivant que tu étais J3, J2, ou tu vois. Et
On donnait notre beurre à maman qui ne pouvait pas se passer de beurre parce que comme il y avait une laiterie à Hortes, on lui donnait notre beurre. Elle nous donnait tout son chocolat. On faisait des échanges et le pauvre papa, papa crevait de faim. Et il perdait des kilos, des kilos, des kilos. On avait le droit à ça de pain, tu vois. Alors on se mettait des rubans de couleur sur le pain. Bah parce qu'on était 5 pour pas se mélanger les pains. Parce qu'il y en avait qui le mangeaient tout de suite, donc ils ne le mangeaient pas. Il fallait faire attention à son pain. On avait à 4 heures, on avait du bob. C'était une espèce de confiture. Tu tirais sur la confiture, puis tu vois, ça, tu pouvais faire tu tirais, ça cassait pas. C'était pas de la confiture, c'était je sais pas quoi, du plastique ou je sais pas ce que c'était. Tu pouvais tirer comme ça. Maman montait pour essayer d'avoir 2-3 pommes de terre, quelques pommes de terre, mais je me souviens qu'elle tombait évanouie dans les queues. Elle était très fatiguée. Et elle montait tous les jours à 6 heures du matin, les gens faisaient des queues terribles quand on vendait 5 kilos de pommes de terre pour je ne sais pas combien de personnes, vous voyez. Voilà, donc ils nous ont envoyé pas mal à la Vige à cause de ça. On mangeait du Cantal, qui était fait à la ferme, voilà. La maison de la rue Stapper, là, que l'on a habité jeune, pendant mon enfance, jusqu'à l'âge de 16 ans à peu près, voilà, a été vendue à cause de la guerre, parce que papa a dû pas avoir confiance dans l'occupation et a vendu sa maison. Et on est allé se réfugier rue d'Alsace, dans une maison à location, pendant 2 ans. Et là, c'est là où j'ai eu le bombardement sur le pont du Pec pour la première communion de Anne, ma dernière sœur, qui a 6 ans d'écart avec moi, voilà. Et dans cette maison, il y a eu d'autres bombardements et papa avait décidé qu'on reparte à la Vige parce que ça devenait trop dangereux. Il essayait à cause de nos études qu'on reste là, puis de temps en temps, bon, on partait à la Vige. Et eh bien, tiens-toi bien, on nous a donné une brouette avec Francette. Il y a une petite malle à mettre sur la brouette. Et les parents nous ont dit, vous allez enregistrer cette malle à Austerlitz. Ou à Gare de Lyon, je ne me rappelle plus. À la Vige, il fallait bien après ça qu'on s'habille, qu'on se... maman prévoyait tout ce qu'il fallait pour une maison. Donc on est parti avec Francette, on se relayait pour porter la malle avec la brouette. On a mis la brouette en la soulevant dans le train de Saint-Germain et on est allé jusqu'à Paris. Et on a pris le métro avec notre brouette et la malle. Et puis tout d'un coup, bombardement. L'horreur, le métro s'est stoppé. Et alors, la malle, la brouette avec Francette, tout le monde nous regardait, hein, tout le monde nous regardait. Et puis on s'est assis à côté de la brouette, n'en pouvant plus, et avec la malle. Et puis tout d'un coup, il y a un monsieur qui est venu, qui nous a regardés, qui nous a dit mais mademoiselle, mais vous arrivez d'où comme ça, avec votre brouette et votre malle? Alors on arrive de Saint-Germain-en-Laye. Alors il n'en revenait pas et il a dit, écoutez, vous êtes 2 petites filles de France. Alors là, on s'est mis à pleurer comme je ne sais pas quoi. On était complètement crevés. Et on a enregistré notre malle. Hein. Voilà. Quand on nous disait quelque chose qu'il fallait le faire, pendant la guerre, tu te serais fait tuer, mais tu le faisais. Tu n'hésitais pas, tu mesurais pas ni le danger, ni on aurait pu être pris dans des bombardements,
Mais je sais pas, les parents, par moments, les parents étaient différents, je pense. Ils nous demandaient des choses que tu ne demanderais pas à tes enfants. Voilà.